Bonjour, notre semaine est dans les Alpes de Haute-Provence, un lieu abandonné des hommes dont Barême, où nous sommes, est le chef-lieu. Et pourtant, c'est un carrefour de routes importante, un lieu de concentration de vedettes qui ont certes plus de 100 millions d'années, et puis une halte célèbre, Andréade. Emboîtons le pas de Napoléon qui logea à Barême un jour d'hiver 1815 et parcourant les rues et places du village où coulent de nombreuses fontaines. Découvrons les fossiles des collections Paul Coulet et Louis Morel, parmi lesquels des ammonites bizarrement déroulés font figure de stars. Rendons hommage aux maquisards morts au combat dans la région de Barême, village médaillé résistance. Paul Coulet, le passionné de fossiles, viendra nous montrer quelques-unes de ses plus belles pièces. À ses côtés, Louis Faure nous parlera de résistance. Et pour terminer cette émission en chanson, il est descendu de sa montagne, de Saint-André-les-Alpes. C'est André qui viendra chanter. Ils sont tous les trois aujourd'hui invités de Midi Méditerranée. Paul Coulet est un enfant de Barême, hein, né à Barême. Alors Barême, c'est 30 km de Digne. Est-ce que c'est le même pays? C'est le même pays tout en ayant une spécificité. C'est un chef-lieu de canton qui est longtemps resté avec un juge de paix et de pas mal la gendarmerie, pas mal de commerce sur le pays et qui draine à peu près le restant du canton. Mais alors justement, c'est ce canton que nous allons visiter cette semaine. Je vous ai dit et je vous dirai souvent cette semaine que c'est la zone la moins peuplée de notre région. Alors est-ce que ce chef-lieu de canton garde toujours cette identité de village important? Ben, on essaie de garder l'identité du village par le maintien, la municipalité qui fait également des efforts. On va monter un petit peu votre micro pour qu'on vous entende mieux. Voilà. Je continue. Oui, oui, bien sûr. La municipalité fait des efforts pour maintenir la gendarmerie qui a été rénovée pour qu'il y ait plus de confort. On garde l'école au pays, enfin voilà. Et ça sert de lieu de rassemblement pour les jeunes dans des journées pédagogiques, des trucs comme ça. Et oui, parce que Barême, c'est une capitale. C'est une petite capitale à l'échelon Petite capitale, tout de même. Hein. à l'échelon du pays. Oui, mais une capitale de quoi? Ben, une capitale, au point de vue géologique aussi, une capitale qui est pas mal renommée dans le monde entier. C'est la capitale de votre passion. Voilà, du Barémien. Le Barémien qui est le nom d'une époque. Voilà, d'une époque du Crétacé moyen qui a été créée par Cocan au siècle dernier par les géologues lors de l'expansion de cette science qui est une science moderne. À ne pas confondre avec le nom des habitants de Barême. Voilà, qui sont les Barémois. Donc vous êtes Barémois. Voilà, je suis un Barémois qui m'occupe du Barémien. Ah ben nous aussi, on va être Barémois pendant un petit peu plus de 20 minutes maintenant. Barême qui est aussi un carrefour de route défendu depuis toujours. On s'est battu pour que ces routes demeurent et on se bat encore. Remarquez, c'est pas tous les jours qu'on voit passer quelqu'un qui a le bras assez long pour prendre la décision de tourner la route. Nous sommes au cœur, à Barême, ici, au cœur de la route Napoléon. Mais je crois qu'il faut replacer cette route dans son contexte historique. Nous sommes le 3 mars 1815. Napoléon a débarqué avec ses troupes dans le golfe d'Antibes. Et il est ici environ 20 heures lorsqu'il arrive. Il a été précédé de quelques heures par le général Cambronne, qui a réquisitionné la maison du juge de paix Tartanson. Et le maire de l'époque lui dit « Sire, jamais vous n'arriverez à rejoindre Sisteron en une seule étape, il faudra que vous fassiez étape après Digne. » Et à ce moment-là, le maire de Barême dit à Napoléon « Mais nous souhaiterions bien avoir ici, passant par Barême, la route militaire entre Grasse et Digne qui était en train de se dessiner dans les cartons du Conseil général des ponts et chaussées. » Et Napoléon, ce soir-là, promit au maire de Barême que la route militaire passerait bien par Barême. Nous sommes toujours avec les mêmes préoccupations. Napoléon disait toujours des routes, des routes, des routes. Je pense qu'il avait une arrière-pensée de militaire. Nous avons une arrière-pensée de développement économique. Et nous continuons à dire au ministère de l'Équipement des routes, des routes, des routes. Barême est
un carrefour intéressant où nous développons une potentialité touristique qui est forte, liée à ces paysages naturels qui sont remarquables. Hein, c'est un lieu de villégiature. Et puis nous développons ici également une notion qui est relativement récente, mais qui nous paraît porteuse, c'est la notion de biotourisme. Et nous essayons ici à Barème de jouer le géotourisme, c'est-à-dire en quelque sorte la géologie, parce que Barème a quand même la fierté d'avoir donné son nom à une couche géologique universelle qui est le barémien. Trois rivières convergent vers Barème, l'As de Clumant, l'As de Moriès et l'As de Blieu. Le long de ces rivières et dans les montagnes avoisinantes, des dizaines de promenades à cheval, à pied ou en vélo tout-terrain sont proposées aux randonneurs. Géotourisme, biotourisme, tourisme vert ou tourisme sportif ont de beaux jours devant eux à Barème et à Gévaudan, deuxième village de la commune. Celle-ci a bien besoin de pallier la disparition des emplois liés à l'agriculture et à l'élevage. Mais qui dorénavant s'occupera d'entretenir l'espace? Venons-en, Paul Coulet, à ce qui est l'objet de toutes vos passions. Quand on est enfant de Barème, dès qu'on est enfant, on va chercher dans la colline, dans la montagne, on va chercher tout ça? Voilà, oui, oh, ben pour nous, c'était un peu la distraction du pays. Tous les petits, tous les habitants de Barème, étant jeunes, allaient chercher un peu des pays. Et là, j'ai cette ammonite qui m'avait été donnée à l'époque par Jean-Marie Gibelin, qui est notre conseiller général maintenant, et que j'ai conservé. Voilà, on ne devait pas la trouver assez attractive, on l'avait un peu coloriée. Ah oui, bien sûr, mais bon, à cet âge-là, on se moque un petit peu de la rigueur scientifique. Hein. Ça veut dire peut-être qu'il y a des trésors, tenez, je vous rends, parce que ça, c'est votre trésor. Ah, il y a des trésors peut-être qui ont été comme ça dispersés, non? Oh oui, oui, et puis une collection, ça vit, ça meurt, ça, voilà. C'est évolutif, ça vit pratiquement. C'est le collectionneur qui l'a fait vivre, mais on amène chaque jour une pierre à l'édifice. Non, mais je veux dire par là qu'on a peut-être ramassé ici des trésors qui sont maintenant peut-être cassés, jetés, disparus. Qui ont été dispersés, qui sont disparus, qui sont rentrés dans le commerce, qui ont été dilapidés, perdus pour tout le monde. C'est pour ça qu'il faut bien préciser maintenant, n'y venez pas dimanche, hein, le ramassage est interdit. Voilà, depuis qu'il y a la réserve géologique. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Au moins, on conserve sur le pays un certain patrimoine. Mais vous avez encore le droit tout de même d'aller ramasser. J'ai demandé une autorisation, j'ai le droit, et d'ailleurs, je travaille en assez bonne compréhension avec la réserve. Oui, la preuve, c'est qu'il y a... Tiens, c'est Christophe qui va venir voir cette pièce-là que je vais un petit peu incliner. C'est quoi ça? Ceci, c'est l'hétéroceras Couletti que j'avais trouvé il y a quelques années. J'ai bien compris Coletti, hein? Couletti, oui. Oui, de votre nom. C'est-à-dire que cette bestiole porte votre nom? Cette bestiole m'a été dédiée par Delannoy, qui était un étudiant de la faculté de Nice, qui a fait une thèse sur cette famille d'ammonites et qui a eu la gentillesse de me la dédier. Mais alors, combien vous en avez? Oh, je ne sais pas, j'en ai pas mal, des dizaines de milliers sans doute. Alors chercher, c'est pas tout, hein, parce qu'après il y a tout un, travail de mise en valeur. Parce qu'évidemment ça ne se trouve pas comme ça, ça se trouve pas comme ça. Et en ce moment, j'essaie même de les garder sur un socle, c'est moins réducteur d'une activité. Oui, c'est une véritable sculpture. Voilà, presque, non, disons, on tend vers l'art, mais je ne suis pas sculpteur. Alors, il y a des choses étonnantes. Bon, celle-là, on l'a vue. Tenez, ça, c'est une dent de requin, par exemple? Ceci, oui, c'est une dent de requin qui a été trouvée dans le tertiaire, de par là autour. Parce qu'il n'y a pas que les mers au secondaire, il y avait encore des mers au tertiaire, mais avec en fait, des squales dedans. On parle toujours des ammonites, parce que ce sont effectivement des stars, les vedettes, mais il n'y a pas que ça. Il y a ce coquillage-là, c'est quoi ça? Ceci, c'est pareil, c'est un spondyle. Spondyle transalpinus qui vivait fixé. Parlez-moi français. Ah voilà, ben c'est un spondyle qui vivait comme ceci, fixé dans la vase par des piquants qui malheureusement n'ont pas été conservés. Et puis n'oublions pas que bon. Et voilà une huître aussi. Les fêtes de fin d'année approchent, c'est la saison de manger des huîtres. Je ne vous garantis pas tout de même la qualité gustative de celle-là. Ouvrez-la parce qu'en plus elle s'ouvre. Ah oui, elle s'ouvre, il y a les deux, le couvercle et voilà. Mais il n'y a plus la perle. Hein. Voilà, il n'y a pas de perle. Ça, il n'y a plus la perle. Bon, ben, on va vous suivre, hein, parce qu'en parler, les montrer comme ça, c'est bien. Mais encore faut-il aller les chercher, toutes ces pièces. Certains cherchent les lactaires délicieux, les girolles ou les cèpes de Bordeaux. D'autres, dans la région de Barème, traquent les sarrasini, les giraudi, les ferraudianus, les sartusiana ou les pulcella.
à l'exemple de Paul Coulet. C'est un Éméricicéras. Le premier tour commence là. Il faudra un peu le dégager, taper dessus. Là, et il revient là, il devait sortir et revenir là, quoi. Voilà. Et l'affaire est dans le sac. Un précurseur, Louis Morel, coiffeur de son métier, alla pendant plus de 60 ans, accompagné de son épouse, dans les montagnes des environs de Barème, assouvir sa passion pour les fossiles. Ma passion est née, et c'est mon mari qui a commencé, c'est pas moi. Hein. Il a commencé à 14 ans. Ça a duré jusqu'à l'âge de 75 ans. En 45, quand il est revenu de captivité, nous avons cherché tous les deux. Ça allait à la montagne tous les deux, tous les jours. Que pensaient les vieux du village que vous voyez passer avec votre matériel? Nous étions peut-être 25, que nous allions en haute montagne pour chercher des pierres, et je voulais embrasser. Et que, ma foi, dans la rivière, on en trouvait beaucoup plus. Avant, c'était pas les mêmes choses que nous cherchions. Nous avons été très heureux parce que nous avons reçu les savants du monde entier. Nous en avons reçu de Belgique, nous en avons reçu d'Allemagne, nous en avons reçu d'Italie, de Suisse, jusque d'Égypte. Ils étaient émerveillés de voir une collection pareille. Je suppose qu'il y en a qui vous ont fait le béou-béou pour que vous leur vendiez votre collection. Ah ben nous, les collections, nous avons toujours jugé que c'était pas des choses, les fossiles ne sont pas des choses à vendre. Alors justement, qu'allez-vous en faire de cette collection? Mais ma foi, j'espère que la ville de Barème l'acceptera avec plaisir. Parce que je pense que c'est un joli cadeau que je leur fais. J'espère qu'à leur tour, ils feront le nécessaire. Pour faire un musée, par exemple? Faire un musée à Barème qui intéressera beaucoup de monde. Le musée des fossiles à Barème permettra d'éviter la dispersion de la collection Morel et aidera au développement d'un tourisme culturel qui, d'année en année, fait de plus en plus d'adeptes dans le milieu des vacanciers qui ne veulent plus se contenter du soleil et de l'air pur, pourtant généreusement distribués dans le ciel des Alpes du Sud. Terminé là maintenant, hein, Paul Coulet, vous n'êtes plus traité de zinzin. Oh non, maintenant on est couramment admis, quoi. On s'est aperçu qu'il y avait pas mal de gens qui s'intéressaient à ça, on n'est plus les originaux du coin. Ouais, il y a bien quelque chose à faire avec ça, comme le géotourisme, on dit. Voilà, le géotourisme, c'est à la mode maintenant. Et alors ça serait quoi? Qu'est-ce qu'on ferait avec ces touristes-là? Eh bien, je crois que la réserve géologique est en train de mettre en place un circuit personnellement basé, un peu précisément basé sur la haute vallée de l'As, avec des sites mis en valeur, avec au moins on peut canaliser le touriste, lui expliquer ce qu'il peut voir sur le terrain, parce que si on lâche quelqu'un dans la nature, il passera à côté et il ne verra rien. Ah oui, oui, hein, Là, parce que les ammonites, ça crie pas, hein, quand voilà, on passe à côté. on peut passer à côté, on ça peut saute passer pas aux des yeux. centaines de fois sans les voir. En quelque sorte, un musée à ciel ouvert Voilà. qui, tout de même, ne fait pas perdre de vue l'idée d'avoir un musée. Voilà, on peut avoir un musée à Barème et puis avoir des sites autour mis en valeur et qui sont à la disposition de tout le monde. Tandis qu'un musée, il faut rentrer, il faut voir. Tandis que là, ça permettrait aux gens de faire quelques balades et en même temps d'avoir un but à la balade.
Au lieu d'aller à la pêche ou à la chasse, on ira boire des pierres et c'est pas plus mal. Est-ce qu'il n'y a pas tout de même une inquiétude de votre part si on amène de plus en plus de touristes ici à Barème pour voir ces ammonites, on voit arriver le magasin de souvenirs? Voilà, c'est un des risques d'une dérive d'une telle activité, mais qui j'espère sera assez bien canalisée par la réserve géologique des Alpes de Haute-Provence. Ouais, on leur fait confiance. Oh, pourquoi pas, oui, Parce que, jusqu'à maintenant, attendez, on ça a fait quand même confiance. déjà bien commencé dans le village, non? Gilles Van der Poort, le boucher, il fait du pâté d'ammonite? Voilà, ben au moins elles sont comestibles. Non, c'est un Non, mais pâté en forme d'ammonite. Voilà, Hein. c'est une idée originale et qu'il a eu lui. Alors ma foi, laissons-lui son idée. Alors justement, on voit comment il le fabrique, ce pâté, hein, et ce qu'il donne au bout d'un certain temps. Mais il y a aussi des tables basses maintenant qui sont avec une ammonite dans un coin. Oui, mais c'est surtout des trucs, disons, plus exotiques maintenant. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à préserver suffisamment le pays du ramassage et du pillage. Par contre, si quelqu'un crée quelque chose et amène une valeur ajoutée, amène son travail, sa création, c'est bénéfique. Oui, mais on ne peut pas tout de même décider que l'on va ouvrir une carrière et fabriquer des tables basses ici à Barème, quand même. Hein. Ben non, puis nos gisements ne le permettraient pas, ils ne sont pas assez riches, Bon. et voilà, il n'y aurait pas Restons la sur, possibilité. restons sur ce pâté-là, hein, qui me paraît en plus appétissant. Il n'y a personne qui a porté un couteau là pour qu'on le goûte? Bon, on vous tient au courant, hein, on poursuit notre enquête et pendant ce temps, Voilà. on retrouve Jean-Pierre Belmont et son abécédaire qui est sur un tas de cailloux. En français comme en provençal, le clapier renvoie à un tas de pierres. C'est qu'une clape, c'est un éclat de pierre. Et on retrouve le mot dans des noms de lieux comme La Clappe ou Méjeanne le Clap. Il y a Big Apple, la grosse pomme, pour désigner New York, et il y a Lou Clapas. C'est sous ce nom de Clapas de gros cailloux que les Montpelliérains désignent leur ville. Quant au clapier, du Mont Clapier dans le Mercantour au Clapier de l'Ermite à flanc du Ventoux, c'est dans tous les cas un tas de pierres. Simple cairn ou tas de cailloux fait par le paysan qui a épierré son champ afin de pouvoir le travailler. Et nous sommes à Barème, dans les Alpes de Haute-Provence, entre Digne et Castellane, la capitale du Barémien. Mais n'oublions pas tout de même qu'après-demain, mercredi, nous serons le 11 novembre, l'armistice de la Grande Guerre. Celle que l'on croyait seulement et malheureusement être la der. Et ensuite, il y a eu 39-45, il y a eu 43. Et en 43, alors qu'il avait 23 ans, Louis Faure est entré dans la résistance. Comment ça s'est passé ? Ça s'est passé tout simplement. J'ai été invité par une personne du village qui organisait la résistance. Le village voulait dire Barème. Barème, en fait, hein. Barème. Et il est arrivé ici des gens qui sont partis au maquis. Alors il a fallu s'occuper d'eux, c'est-à-dire le ravitaillement, hein, le renseignement, etc. Et ça a été les premiers maquisards en août 1943. À partir de ce moment-là, je me suis engagé auprès de ces maquisards jusqu'au printemps. Et il y a une chose très dure, ça a été l'hiver 1943-44, parce que ces résistants, ces maquisards, n'étaient pas équipés du tout. Ils n'étaient pas couverts, ils n'étaient pas chaussés, etc. Et il y avait ici du moyen, au point de vue température. Oui, puis on le voit bien, comme aujourd'hui par exemple, quand ça souffle, ici ça souffle. Ça souffle très fort. Alors ces gens ont énormément souffert. Seulement, comme ils étaient traqués par les Allemands, ben, ils ont tenu le coup. Mais est-ce que c'était une résistance organisée? Alors au début, non. Au début, c'était un refuge. Les gens sont venus se réfugier ici pour échapper aux Allemands en ville. Et après, une organisation s'est faite à partir de fin 1943. On a organisé les gens en groupe, etc. Mais une organisation autour justement de ces résistants venus pour se réfugier ici. Oui, mais justement parce qu'ils étaient quand même, ils cherchaient volontiers la façon de vouloir participer à la libération du pays. Alors il a fallu à ce moment-là s'occuper de les organiser,
de les armer et tout ça. Et c'est pour cela qu'à partir du printemps 1944, nous avons eu ici environ 250 maquisards armés, après à beaucoup de difficultés, parce que nous n'avons eu que 2 parachutages dans la région, un dans la vallée de Clumant en janvier et un à la Melle en mars. Est-ce que c'est ce qui explique que les batailles ici entre Allemands et maquisards aient été importantes, que le maquis est payé aussi cher? La preuve, tous ces monuments, toutes ces stèles que l'on voit dans la montagne. Écoutez, ces stèles, il y en a une quinzaine à partir de Digne pour aller jusqu'à Castellane, à Saint-André et à Lambruisse, et sur lesquelles figurent à peu près une 60aine de morts, de résistants. Morts au combat ou fusillés. Parce qu'il y avait les deux choses. Ils en prenaient, et lorsqu'ils voulaient faire ils amenaient avec eux souvent sur les camions, et lorsqu'ils subissaient des pertes importantes, automatiquement, il y avait une fusillade de nos camarades. Comment réagissait la population de Barème et du canton? La population de Barème était entièrement avec les maquis. Nous n'avons jamais eu aucune difficulté avec elle. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu de dénonciation. Il n'y a jamais eu de difficulté pour le ravitaillement, par exemple, bien que ce soit très difficile, mais la population était entièrement acquise à la résistance. Louis Faure, merci d'être venu avec nous se souvenir de ces tristes périodes-là. Descendu de sa montagne, parce qu'il faut bien aussi, vous le savez, chez nous tout finit par des chansons, parce qu'il faut bien aussi changer d'atmosphère. André Perron. Alors André Perron est notaire dans le civil, il est chanteur quand il en a le temps, le loisir. Cette chanson que vous allez entendre, Belle Saison, qui s'adresse à une personne aimée, fait une carrière époustouflante au Brésil. C'est sûrement la première fois que vous l'entendrez en France. Moi j'avais pas compris que c'était le vrai jour et j'étais tout surpris et je te prenais pour un autre passager, pour une autre aventure. Moi qui criais danger devant tout ce qui dure, je t'ai laissé compter sans rime ni raison mes plus belles saisons. Tu avais navigué vers d'autres horizons, tu avais même chanté de drôles de chansons où des mots en couleur racontaient des fontaines, tout en accords mineurs et tout en bruit de laine. Sans parler de bonheur, tu as mis dans ma maison tes plus belles saisons. Moi j'avais pas compris que c'était le vrai jour, j'étais tout surpris et je te prenais pour un autre passager, pour une autre aventure. Pour moi le verbe aimer n'avait pas de futur, mais toi tu m'as donné comme une guérison mes plus belles saisons. Tu avais navigué comme moi nulle part, et tu savais chanter quelques chansons bizarres, avec un bout de cœur, dessiner des histoires, et tu cueillais des fleurs en guise de miroir, en silence, en douceur. Tu as mis dans ma maison nos plus belles saisons. André Perron, belle saison. Demain, à 1h10, nous nous retrouverons à Sénès, nous serons devant sa cathédrale imposante. Alors pourquoi cette bâtisse aussi importante dans un tout petit pays? Nous essaierons de comprendre. Nous verrons quelques-unes des actions de l'ONF pour la protection entre autres des chauves-souris, et puis leurs actions pour accueillir le public, parce qu'il faut bien aussi vivre de quelque chose. À demain, 1h10, dans un instant, c'est l'actualité en provençal avec Magali Portafé. Un patrimoine, un environnement. Alors pourquoi ne pas en profiter pour faire vivre le pays, de développer ce patrimoine touristique? André Ab. Visitons Sénès et sa cathédrale, joyau de l'architecture médiévale provençale, riche de ses tapisseries des Flandres et d'Aubusson. Accompagnons les agents de l'ONF dans les gorges de Trévent, à la recherche des chauves-souris et à l'abri des blaches qui abritent marcheurs et cavaliers dans un site de rêve.
Patrick Lagrange est guide de pays, passionné d'astronomie aussi. À ses côtés, Olivier Delaprison, technicien forestier à l'Office national des forêts. Ils sont tous les deux aujourd'hui invités de Midi Méditerranée. Et quand je disais, Patrick Lagrange, passionné d'astronomie, c'est l'astronomie qui vous a conduit ici à Sénès. En effet, je suis originaire de la région parisienne et j'ai voulu changer de métier. J'ai voulu travailler dans l'astronomie et en Provence, l'astronomie, c'est le meilleur endroit pour en faire. Et avant, j'étais à Puy-Michel, juste à côté. Maintenant, je travaille à l'Observatoire astronomique du Mont Chiran, qui est sur une montagne juste à côté du village d'à côté. Alors, c'est un observatoire que nous visiterons plus en détail vendredi, mais c'est un observatoire amateur, hein, réservé aux amateurs, c'est ça? Disons que c'est une ancienne structure professionnelle que les professionnels ont installée. Et on cherche, qui a été abandonnée par les professionnels. Et maintenant, les visiteurs sont invités à passer une nuit là-haut pour se distraire, de simplement dormir et manger en altitude. Et par ailleurs, vous êtes guide de pays, parce que il faut bien faire quelque chose. Et puis pourquoi ne pas faire ça? Faire partager cet amour de la vie au pays, hein, car la vie a toute son importance dans votre métier. Donc à partir du moment où l'astronomie ne fonctionnait que les week-ends et les vacances scolaires, je m'étais dit que c'était aussi intéressant d'avoir une activité complémentaire. Cette activité complémentaire, je l'ai trouvée en fait en faisant découvrir le patrimoine qui nous entoure aux gens. Donc c'est un peu comme j'avais fait pour les étoiles, je continue par les paysages qui nous entourent. Et là, finalement, c'est là qu'Olivier Delaprison vient vous aider, puisqu'en fait, en protégeant, en facilitant l'accueil, vous travaillez pour les clients de Patrick, non? Effectivement, l'Office national des forêts, ici, gère près de la moitié du massif. Et au-delà de notre rôle de production de bois, nous avons également une vocation à protéger les milieux et à faciliter l'accueil du public. Oui, parce que c'est vrai qu'ici, la production de la forêt, c'est pas très important. La production n'est pas très importante par rapport à d'autres régions forestières, effectivement, d'où les rôles de protection et d'accueil qui sont encore plus importants à assurer. Mais alors justement, question qui revient souvent, mais est-ce que accueil et protection, ça va ensemble? C'est pas forcément toujours incompatible, ça peut l'être parfois. Ça dépend du type de fréquentation. La protection et le 4x4, la protection et la moto, c'est incompatible. Mais la promenade, en plus de la promenade de découverte, randonnée pédestre, équestre, VTT, je pense, participe à la protection d'un milieu. Alors commençons par découvrir, par visiter Sénès en arrivant par le pont qui n'est pas romain, hein, faut-il le préciser, il est bien 18e. Et puis allons jusqu'à la cathédrale. Ceci était l'arrivée principale du village. On passait à gué, étant donné qu'il n'y avait pas encore le pont, et cette arrivée débouchait sur la rue principale, la rue du milieu, qui était la rue centrale du village. Ce qui veut dire qu'il y avait autant de maisons de ce côté-ci que de ce côté-là, et ces maisons ont disparu, notamment il y avait un hôpital. Et ces maisons ont disparu, soit par les inondations et puis par le temps. C'est un grand étonnement de trouver une si grande cathédrale, si bien conservée, dans un si petit village. Et quand ils visitent, ils sont frappés par l'état de conservation de la tapisserie et de tout le mobilier qui date du XVIIe siècle. Ils sont vraiment émerveillés. Nous avons des tapisseries des Flandres et des tapisseries d'Aubusson. Ce n'est plus une cathédrale depuis la Révolution, puisque nous avons perdu notre dernier évêque à la Révolution, mais c'est toujours une paroisse. Nous avons un prêtre qui vient nous dire la messe tous les samedis après-midi. Nous avons fondé une association des Amis de la cathédrale
Et leurs dons nous permettent d'entretenir le patrimoine. Sénès aujourd'hui, c'est, disons, à peu près 160 habitants, malheureusement qui ne résident pas toute l'année à Sénès, mais enfin, ils existent. Au point de vue de la vie à Sénès aujourd'hui, il y a encore quelques jeunes qui gagnent leur vie sur place, qui ont de la chance, malgré l'éloignement d'un peu tout, quoi. Il y a un atelier de menuiserie et bénisterie tenu par les frères Rouvier. Il y a une fabrique familiale de palettes, la famille Zinard. Et il y a 2 éleveurs encore de moutons et qui vivent sur la commune à l'année. Sénès et sa cathédrale, son évêché. Mais pourquoi, Patrick Lagrange, cet évêché ici à Sénès? Alors, il faut savoir que du temps des Romains, c'était un carrefour entre la route ouest-est, donc entre les Alpes et la plaine du Rhône, la vallée du Rhône, et une route nord-sud qui allait en gros du littoral jusqu'aux Alpes vers la Savoie. Et ce carrefour-là a permis l'installation d'un comptoir romain. Et par la suite, un peu comme partout dans la région, Riez par exemple en est le bon exemple, ces comptoirs romains se sont peu à peu transformés en sites privilégiés d'installation du christianisme. Et alors on voit bien avec ce qui est à l'intérieur de cet évêché que c'est une cathédrale riche, donc une évêché imposante. Voilà, l'évêché a toujours voulu avoir son importance, conserver son importance, de par son carrefour du début de l'ère chrétienne, conserver son importance. Et ça a toujours été une grande bagarre entre Sénès et Castellane, par exemple. Castellane a voulu toujours reprendre un peu cette idée d'évêché principal, mais Sénès a su toujours conserver cette importance-là. Et de par cette importance toujours maintenue jusqu'au XVIIe siècle, on a eu une cathédrale qui s'est agrandie de peu à peu. Il faut voir que c'était une petite chapelle au début, et ensuite c'est devenu le bâtiment imposant qu'on a actuellement. Alors il y a eu jusqu'à 800 habitants, c'est ça? Voilà. Aujourd'hui 70. Étymologiquement, Sénès, ça vient de sanitium qui veut dire en bonne santé. Donc l'intérêt de Sénès, c'est aussi pour essayer d'être en meilleure santé, de vivre en meilleure santé ici. Ça a attiré du monde. Et donc on a eu jusqu'à, en gros, à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'à 800 habitants ici. Et alors il y a une fontaine qui est à côté de nous, c'est pas celle-là, mais on l'a vu dans le reportage tout à l'heure. C'est une fontaine où il y a Sénès écrit dessus, mais avec une orientation bizarre des syllabes. Il faut savoir qu'une fontaine, symboliquement, c'est pas simplement pour apporter de l'eau pour les gens qui vont laver, qui vont s'abreuver, ou les animaux qui vont s'abreuver, c'est aussi un symbole de l'écoulement du temps et de la vie au milieu du village. Et ce symbole-là est en plus renforcé par l'architecte qui a eu l'astuce d'orienter Sénès, SE, c'est aussi, ça peut être lu comme sud-est, et il est orienté vers le sud-est. NE, c'est orienté vers le nord-est. Z, bon, c'est la lettre supplémentaire. Mais donc la symbolique va bien au-delà que simplement que l'eau circulant à travers la... Alors en parlant d'eau qui circule, nous sommes ici sur le parvis de cette cathédrale. Le parvis c'est toujours surélevé et puis là nous sommes dans un creux. C'est étonnant ça aussi. Donc il faut savoir que la cathédrale a été instaurée au XIIe siècle, construite au XIIe siècle, et elle a été construite sur un promontoire au confluent de la Bonde qui est devant nous et de l'Asque qui est derrière nous, donc 2 torrents confluents. Et les torrents, la propriété des torrents de montagne s'est dérodée très fortement.
Comme la population était d'environ 800 habitants au cours du XVIIe, XVIIIe siècle, cette population-là a eu besoin de vivre et de manger par les pâturages qu'ils ont développés tout sur la montagne. Qui dit pâturage dit renforcement d'érosion par découvrement des sols. Et donc, en fait, ce sont tous les alluvions qui ont été transportés. Et c'est là que l'ONF entre en jeu, si j'ose dire, puisqu'en fait, on reconstruit tout ce paysage. Et effectivement, ce paysage que vous avez devant les yeux n'est pas naturel en soi. Il a été façonné par l'homme au fil des centaines d'années, au fil des millénaires. Et avant l'Office national des forêts, c'était l'administration des eaux et forêts qui effectivement a entrepris au milieu du 19e siècle des travaux de plantation pour fixer les sols. Ce qu'on a fait qu'ici, depuis, il n'y a plus d'inquiétude. Voilà, en tout cas, il y en a bien moins. Et c'est ce qu'on a appelé les travaux de restauration des terrains en montagne. Alors bon, ça remonte à 150 ans, c'est ça à peu près, oui. Grosso modo. Ça ne remonte pas finalement à très longtemps, ça ne remonte pas à l'Empèbre, comme dirait Jean-Pierre Belmont. Quand on regarde ces vieilles maisons et ces bancals qui montent à l'assaut des collines, tous ces lieux où autrefois s'accrochait la vie, on sait bien que tout cela remonte à l'Empèbre. L'Empèbre, mot à mot, l'empoivre. Un temps si lointain qu'on est incapable de le dater avec précision. On dit à quoi est vieille comme l'Empèbre, et on pourrait dire que l'Empèbre c'est aussi l'outin que Berthe Fielave. Le temps où Berthe filait, on imagine cette Berthe pliée sous les ans et dévidant telle une parque, nous cabédéo du temps et le fil de Deauville. Mais le temps a passé si vite car, à l'époque, dit le proverbe, Berthe Fielave, art des bannes. Nous sommes à Sénès où l'on vous attend pour visiter entre autres cette cathédrale et puis tout son environnement que l'on protège en vous attendant. C'est le rôle de l'ONF. Dans un vaste massif dominé par les sommets du Chiran et du Mour et des Tchaniers, délimité par le Verdon au sud et l'As à l'est et au nord, l'Office national des forêts a mis en œuvre le recensement de la vingtaine d'espèces de chauves-souris qui y vivent et la réintroduction du vautour fauve. Il installe par ailleurs des gîtes pouvant accueillir promeneurs à pied et à cheval. Il s'agit de protéger la montagne, sa flore et sa faune, tout en permettant au public d'y accéder. C'est des filets spéciaux pour les chauves-souris? Oui, ceux-là, oui. Oui. Là, ouais, c'est bon. Tout ne fait pas tomber, elle est fraîche cette saison. On pose le filet avant la nuit, donc pour être prêt au moment où la nuit tombe, et on attend une éventuelle capture de chauves-souris dans les 2 premières heures de la nuit, parce que les chauves-souris, elles sortent donc au crépuscule, et le maximum d'activité va être dans les 2 premières heures, c'est-à-dire que c'est des mammifères insectivores en France qui cherchent à manger énormément d'insectes le plus rapidement possible. Combien d'espèces avez-vous dénombrées dans les gorges de Trévent? Dans les gorges de Trévent, actuellement, on est à 13 espèces. En France, il y en a 29 espèces, en Europe, 30. Donc il y a une espèce qu'on n'a pas, qui est un rhinolophe, qui est dans les Balkans, principalement. Mais sur les 29 espèces présentes en France, en région PACA, on en est à 25. L'intérêt des chauves-souris en milieu forestier ou en milieu montagnard, c'est qu'il était très peu étudié. On sous-estime le rôle sanitaire des chauves-souris par rapport aux insectes ravageurs, que ce soit les hannetons, les chenilles processionnaires. Dans un cadre de gestion globale de la forêt, on est amené à faire des inventaires, que ce soit faunistiques, floristiques ou d'autres domaines. Le vautour fauve avait disparu du pays il y a près d'un siècle. De jeunes spécimens de l'espèce, capturés dans les Pyrénées, attendent à Rougon leur passage à l'âge adulte et leur envol hors de leur cage.
L'abri des Blaches est ouvert depuis 4 ou 5 ans. Mais en fait, l'aménagement a commencé depuis plus longtemps. On a commencé par l'aire de pique-nique qui est en dessous. Et puis progressivement, on a essayé d'aménager un petit abri qui était d'abord ouvert aux 80 et puis qui a été fermé et aménagé progressivement pour obtenir ce qui est derrière nous. Donc maintenant, on a presque un confort optimum dans le refuge. On a voulu installer un éclairage et un frigo et donc on a mis en place un système photovoltaïque avec des batteries. Et donc ça fonctionne depuis 1 an, ça fonctionne d'ailleurs très bien. Au départ, le refuge a été fait surtout pour les cavaliers qui ont un peu plus besoin que les piétons d'une structure d'accueil. Et puis petit à petit, on s'est aperçu qu'en fait, un tas de gens étaient intéressés par l'abri. C'est à la fois ouvert, parce qu'il y a relativement peu d'arbres, même si on est en forêt domaniale. Et puis, oui, effectivement, il n'y a aucune trace de civilisation à l'horizon, pas de ligne électrique, pas de maison, pas de piste. On est vraiment au bout du monde. Au bout du monde, et c'est ce qu'elles préfèrent, c'est ce qu'elles veulent, ces chauves-souris. C'est tout de même étonnant, Olivier de la Prison. Combien d'espèces? 13 espèces dans les gorges de Trévent, effectivement. Et encore, on n'est pas sûr qu'il n'y en ait pas une 14e, une 15e. Tout à fait, rien n'est exhaustif en la matière. Et quelle est l'explication rationnelle de cette concentration? Je pense qu'il y a effectivement la proximité de l'eau, la richesse particulière de ce milieu en insectes. Oui, mais dans d'autres lieux dans la région, il y a de l'eau et beaucoup d'insectes. Et puis une certaine quiétude, une tranquillité. Il faut savoir que les chauves-souris sont très sensibles au dérangement, sont très sensibles également à la pollution, aux insecticides qui peuvent perturber leur alimentation. Ouais, il ne faut pas troubler les radars aussi, je crois, hein, c'est ça? Voilà. Un système de radar. Bon, pas de vampires, parce qu'évidemment tout le monde pose la question depuis tout à l'heure. Pas de vampires. Pas de vampires dans les gorges de Trévent. On en est certain. On en est certain. On peut y oui, venir. tout à fait. C'est pas la seule espèce tout de même, ces chauves-souris, à être aussi nombreuses et variées ici. Effectivement, dans les gorges de Trévent en particulier et dans les terrains périphériques, on trouve 112 espèces d'oiseaux par exemple, avec l'aigle royal, le faucon pèlerin. Et le vautour, on en est où de... Et le vautour fauve, effectivement, qui va être réintroduit dès l'année prochaine dans le Grand Canyon du Verdon. Mais tout cela ne nous entraînerait pas vers une certaine réserve? Alors, tout ceci nous amène effectivement à avancer sur la notion de réserve biologique domaniale pour ce secteur. La réserve biologique domaniale, c'est la chance d'avoir une protection effective et également une ouverture du milieu raisonnée. Mais est-ce que ça veut dire que l'on peut tout de même continuer à accueillir des touristes, voire même à développer ce tourisme-là? Oui, pas quel n'importe type de tourisme, effectivement, mais on peut développer, on peut accueillir un tourisme qui est axé sur la découverte du milieu et sur sa fragilité. Ce n'est encore une fois pas totalement incompatible. Est-ce que vous diriez, Patrick Lagrange, qu'il est en développement, ce tourisme, ou alors que ça stagne un petit peu? Non, c'est un tourisme en plein développement. Alors justement, nous, on essaie de voir des touristes qui sont des touristes qui cherchent à découvrir. Et découvrir, ils vont découvrir d'autant mieux qu'ils vont connaître tout l'environnement qui est autour de, disons, apprendre à connaître, c'est aussi apprendre à respecter ce qu'ils ont découvert. Donc c'est plus des touristes comme ça. On n'aura pas, justement, comment il a été dit juste à la fin pour le gîte des Blaches, il n'y aura pas de traces de civilisation, de grand ensemble d'accueil. Ce sera surtout un tourisme de découverte du milieu tel qu'il est, les hommes... Est-ce qu'on est équipé, est-ce qu'on est assez nombreux au niveau des accueillants? Pour l'instant, le problème, c'est qu'il n'y a pas une grosse demande de ce côté-là. Donc les accueillants sont encore assez nombreux. Si le tourisme se développe comme il a l'air de le faire, il faudra aussi avoir des gens qui accueillent plus... Raisonnablement. Est-ce qu'on peut penser que c'est une façon de faire vivre le pays? Répondez-moi rapidement, par oui ou par non. Oui, moi je pense que c'est une possibilité. Olivier? Je pense qu'effectivement, c'est une voie qu'il faut développer. Et trouver là aussi un équilibre entre un milieu naturel fragile. L'ONF peut être guide aussi? L'ONF peut servir effectivement à initier certains projets avec d'autres partenaires.
Merci à tous les deux d'avoir été nos invités aujourd'hui. Comme hier, retrouvons notre ami chanteur André Perron, descendu de Saint-André-les-Alpes, juste là-bas derrière. Il nous parle d'un certain Nicolas de Peyresque, c'est encore plus haut, c'est ce village entièrement reconstruit. Le long d'un mur de pierre, accroché sur le ciel, une branche de lierre se balance pareil qu'avant. Et les planches des toits ont pris ce teint gris beige que donnent au vieux bois le soleil et la neige et le vent. Depuis chaque maison, à travers les persiennes, on entend la chanson que coule la fontaine. Et pourtant, tu sais, Nicolas, les gens n'y croyaient pas. Ils disaient, c'est trop tard, c'est trop vieux, c'est trop loin. Il n'y a plus que des départs, c'est plus rien. Chaque jour ajoutait Tori d'une autre ride, les orties s'installaient dans les ruelles vides pour longtemps. Et les pierres des murs s'évadaient doucement de dessous les toitures, éventrées par le vent et le temps. Pas d'autre devenir qu'un amas de décombres et le même avenir qu'un navire qui sombre lentement. Mais tu vois, Nicolas, même au bout du destin, même au bout de l'espoir, voilà que tout repart comme ça, par hasard, un matin. Le long des murs de pierre, accrochés sur le ciel, une branche de lierre se balance pareil qu'avant. Et les planches des toits ont pris ce teint gris beige que donnent au vieux bois le soleil et la neige et le vent. Depuis chaque maison, à travers les persiennes, on entend la chanson que coule la fontaine. Et pourtant, tu sais, Nicolas, les gens n'y croyaient pas. Ils disaient, c'est trop tard, c'est trop vieux, c'est trop loin. Il n'y a plus que des départs, c'est plus rien. Un habitant au kilomètre carré. Alors bien sûr, plusieurs raisons à cette situation. Les guerres, la nation, une volonté agricole défavorable. Ils sont venus s'installer ici. C'est le cas aujourd'hui. Steve, Jean, comment arrivé ici à Vie? Eh bien, par l'intermédiaire du grand-père de mon épouse de Blieu, qu'il avait quitté pour une carrière militaire. Et lorsque se posent en particulier des problèmes de maquis sous l'occupation, c'est avec mon père, le fils du grand-père, que je suis venu ici chercher un emplacement convenable. Et ce fut le premier contact avec Blieu. Ensuite, après la guerre, à l'époque du baby-boom, se posait le problème des vacances des enfants. Et cette vieille maison a pu être aménagée progressivement pour les vacances et a un peu agrandi pour la retraite. Et voilà ce vie que nous parlons aujourd'hui avec vous, puisque vous nous accueillez chez vous, autour de Blieu, dans Midi Méditerranée. Vos enfants aussi se sont installés ici à Blieu. Deux d'entre eux, du moins,
se sont installés ici. Ils avaient eu de très bonnes vacances, comme leurs frères et sœurs. Et puis, ils ont choisi de venir vivre dans ce pays qui leur plaisait. Et ça ne doit pas être facile tout de même de s'adapter à l'austérité finalement de ce lieu quand on a passé toute son enfance en ville. C'est tout à fait différent. Ce n'est pas la même mode de vie. Peut-être c'est la plus importante qu'en ville, où vous pouvez rester et planer sans que vous êtes palier, mais les enfants, l'intégration est possible, lente, mais possible. Et les compagnons de vie, parce qu'il faut jouer avec ça aussi. Les compagnons de vie ont accepté de venir ici aussi. Eh bien oui, par au moins. Les compagnons qui ont suivi la même route que ceux venus s'installer ici à Blieu au cours des siècles. On voit qu'ils se croisent où l'on a construit cette église importante. Sa particularité, son clocher campanile séparé du bâtiment qui prouve par sa taille, si le besoin en était, l'importance de ce pays qui a résonné du bruit de ses paysans, du chant des fidèles à la messe de dimanche. Il était bien droit, contrairement à ce que dit Gérard Prats dans sa chanson. Elles ne sont plus que trois, agrippées autres, en peu noyées et de grands champs d'épeautres. Elles ne sont plus que trois, les fenêtres ouvertes, pour ne pas devenir sourdes muettes. Elles ne sont plus que trois, dans leurs robes de lierre, se disputant les fleurs qui pentrent les pierres, afin de les offrir au jour tant attendu à quelques voyageurs, imprudents ou têtus. Elles ne sont plus que trois, à croire encore aux hommes, les autres sont tombés pour le chaume, leurs ossements de pierre les reprochent, quand le vent s'enhardit et fait gémir les roches. Elles ne sont plus que trois, arbretant quand leur ventre abritait l'ombre des partisans, et même plus avant, quand la cloche sonnait pour quelque revenant ou pour un nouveau-né. Casa Décime, c'est le nom qu'on t'a donné. Casa Décime, pourras-tu nous pardonner? Casa Décime, c'était quelques maisons au sommet de la montagne, quelques chez moi, ou peut-être chez vous, ou ailleurs. Elles ne sont plus que trois, comme des cathédrales, dans un monde où les dieux ne font plus guère escale, où ils se voilent et l'avenir s'absente. Grande solitude, haut de la pente. Elles ne sont plus que trois, à ne plus croire aux hommes, espérant la venue de quelques vieux fantômes, balés comme on claque des dents pour montrer à ces que l'on vit là-dedans. Elles ne sont plus que trois qui se recroquevillent en attendant l'assaut des monstres à chenilles, ceux qui ne laissent rien que le vent dans les pierres et des lambeaux de peau sur des lambeaux de lierre. Casissime, c'est le nom qu'on dit. Casa Décime, pourras-tu nous pardonner? Parlons, Jean-Estelle, de l'histoire de ce village de Blieu. Oui, le village de Blieu n'a pas marqué dans l'histoire. Il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de siège, rien. Petit village tranquille. Ce fond de vallée a su être protégé des grandes invasions, des grands déplacements. Bien sûr, il y a eu des combats, bien sûr, il y a eu tout un Moyen-Âge, mais ce qui est frappant à Blieu, c'est la relative faiblesse du régime féodal. C'est-à-dire? Eh bien, nous en avons la preuve par le grand nombre des fours. Presque chaque ferme a son four à cuire le pain. Ah oui, c'est-à-dire que personne taxe la fabrication du pain, la cuisson. Et là où nous avons des documents d'archives, nous voyons que bien sûr, il y avait des seigneurs et toute une hiérarchie de petits et de grands seigneurs, mais finalement, les gens de Blieu étaient loin. Ils étaient, je dirais, protégés. Ils vivaient en autarcie tranquillement dans leur coin. Blieu, ça veut dire quoi? Étymologiquement, ça s'augure, ça signifie une grande pente herbeuse. Une grande pente? Oui.
Ah ce ouais. qu'on dit. Bah Donc, oui. j'avoue, vous n'êtes pas compétent en la matière. Et la population de ce village? Oh, ben, la population est importante, bien sûr, il peste, mais la variation la plus importante, c'est la plus récente, c'est-à-dire que depuis un siècle et demi, la population a cessé de diminuer, et d'une façon absolument vertigineuse. Cette dernière grande période, et à partir de 1830, d'ailleurs, je crois que vous avez un document de cette marque. Non, un document plus ancien, 1790, qui annonce citoyens actifs, Oui. c'est-à-dire hommes en âge de travailler et travaillant, 204 habitants à Bieux, ce qui, avec les femmes et les enfants, fait plus de 600. Et aujourd'hui 60. Mais 60, là, toute l'année, tout de même. Ah oui, oui, comme 60, vous. comme vous, et la population se maintient en partie, je dois le dire, grâce aux retraités. C'est déjà ça. C'est sans compter toute cette population. Donc vous serez l'un de ces prochains week-ends sûrement à monter jusqu'à cet observatoire là-haut sur la montagne. Suivant nos guides, Jérôme le gestionnaire du refuge et Patrick l'astronome, jusqu'au sommet, après le village de Majastre. La plupart des visiteurs accèdent au Chiran en venant de Blieux à pied. Les efforts des marcheurs sont largement récompensés. Nous sommes à la du Mont Chiran, 905 mètres d'altitude, a été construit scientifique dans les années 70. Les flics ont abandonné le lieu dans les années 80 et une association du lieu qui s'appelle la BCDE, qui gère déjà un gîte d'étape au village, a loué le bâtiment à la Cove et a ouvert les bâtiments à un public de randonneurs pour faire de l'initiation à l'astronomie, de la vulgarisation scientifique. Il vient à pied, alors différents itinéraires, par la piste par nos arrivées de petites heures, par le sentier balisé du village de Blieux, environ 3 heures de marche. Ensuite, c'est pas les circuits de randonnée qui ça peut varier entre 2 heures et 10 heures. On accueille les gens, fait de l'hébergement, propose de la nourriture et des nuits d'observation. Ou la coupole, au télescope, avec l'astronome. Vous avez le gîte, le couvert? On a sur le gîte, le couvert, l'hébergement de nation astronomique. On attend en saisissant le moment où le soleil cache et caché presque noir. Un moyen de l'association et l'énergie, l'huile de coude trouvée sur place. C'est-à-dire qu'il y avait un qui s'occupait de la mécanique, un gars du village passionné d'astronomie, qui s'occupait de la mécanique, et je me suis occupé de l'optique. On a construit un télécentimètre de diamètre. Et c'est un pont très lourd, donc l'avantage, on a un télescope très stable, de coupole. Mais il construit donc avec les moyens du bord. Les gens viennent plutôt de nuit, ils s'aperçoivent, comme vous venez d'en faire l'expérience, ils s'aperçoivent que de jour aussi on peut voir quelques obstructions, donc le soleil bien entendu, mais d'autres objets aussi comme Vénus, comme toiles les plus brillantes, comme Célier. Les jours d'éclipse ou les nuits d'éclipse, vous devez refuser du vent dedans? C'est ce que je pensais au début, mais la difficulté de réserve en fait ces découvertes-là à des gens qui ont vraiment envie de passer une nuit et pas simplement pour voir une éclipse. Ce qui veut dire que les gens qu'on reçoit, plus des gens qui ont envie de découvrir un tas de choses que réellement le simple curieux de l'astronomie. Jean-Estève, bien sûr, il y a cette association ABCDE qui s'occupe de cet observatoire, une association qui me parle particulièrement bien. Oui, c'est l'association bruxelloise pour la coop, le développement et l'éducation, un petit jeu initial qui nous amusait lorsqu'à quelques-uns nous l'avons créé pour essayer de développer à Blieux des activités d'accueil, à l'observatoire comme vous venez de le dire, et également ici au gîte d'étape et pour faciliter. Parce que l'accueil, le tourisme, c'est la façon de faire vivre finalement ce village. Je crois que c'est à l'heure actuelle la seule activité qui puisse naître un développement. Il y a un camping que l'on voit presque d'ici qui marche très bien pendant toute la... Bon nombre de maisons ont été rénovées par le propriétaire pour en faire des ruraux et donc là une activité importante. Oui, au moins 6 mois par an, parce que c'est ça qui vient. On peut venir ici randonner et en randonnant ici, on n'est pas tenu à cette période seulement estivale. Ah oui, le gîte n'est fermé que du 1er janvier au 20 février. En dehors des périodes de vacances, il y a des enfants, il y a une école? Non. Ah non, il y avait autrefois, l'école était à la place de ce tas de pierres. Ah oui, d'accord. Ah ça c'était la cour de l'école alors? Il y a bien longtemps, puis elle a été reconstruite. Et alors il y a 3 enfants qui sont à Céleste. Les enfants qui pendant les vacances bien sûr courent dans les chemins. Chemin en provençal ça se dit braille, Jean-Pierre Belmont.
Chaque vendredi, Midi Méditerranée et Père Draille et Père Camille. Mais au fait, la Draille, qu'est-ce à quoi? Si l'on en croit les dictionnaires, la Draille, c'est le sentier, le chemin rural en général affecté aux troupeaux de moutons qui vont d'un pays dans un autre. La Draille est plus modeste et moins large que la Caraille, qui devait avoir 5 toises de largeur pour laisser passer les escabeaux, les grands troupeaux transhumants. La Caraille, qui nous a donné le terme de Careiro pour un chemin plus modeste, tandis que Drou, la petite Draille, n'est qu'un humble sentier. Nous les empruntons tous, chaque vendredi, dans la balade de Midi Méditerranée. Notre promenade aujourd'hui est dans les Alpes de Haute-Provence, autour de ce petit village de Blieux, en compagnie de Jean Estève. Jean Estève, ces moutons qui sont là derrière, c'est une survivance du passé? Ces moutons ne sont pas des moutons, ce sont des brebis. Ah, ça change tout, hein. La production essentielle de l'élevage, ce sont les agneaux, et ceux que vous voyez là, il y en a quelques-uns qui apparaissent, sont la prochaine. L'élevage, c'est ce qui reste des activités agricoles dans ce pays. Mais est-ce que ça a été, comme on dit souvent, la principale activité, la principale ressource de ce pays, l'élevage ovin? Pendant le dernier demi-siècle, oui, parce que les autres productions étaient trop difficiles à mettre en œuvre avec des moyens mécaniques. Et par conséquent, l'élevage ovin qui a connu un développement important. Et encore quelques éleveurs courageux, comme Bayon, le propriétaire de ce troupeau, maintiennent cette activité. Ça a été de tout temps l'activité essentielle de ce pays? Oh non, non, c'est une activité qui date essentiellement d'un 3/4 de siècle. Bien sûr, il y a toujours eu des ovins, mais pendant des millénaires, on a vécu ici à Notarcy. Cette région est aussi une région de souvenirs. Le 20 juillet 1944, deux jeunes résistants, Victor Ferraris et Jean Vitton, étaient fusillés par les nazis à proximité de Sénès. Le jour où ceci s'est passé, j'avais 9 ans et j'ai vu arriver ces deux malheureux prisonniers par les Allemands. Ils les avaient ramenés d'une ferme qu'ils avaient brûlée. Ils les avaient ramenés donc attachés l'un à l'autre par le poignet avec du fil de fer. C'est ce que j'ai voulu symboliser par ce fer-là. Ensuite, après les avoir interrogés, ils les ont amenés ici et ils les ont fusillés, quoi. Tout de suite, j'ai pensé, pour moi, j'en ai fait des martyrs. Et comme j'ai vu qu'aucun monument ne s'érigeait en leur honneur, j'ai promis de faire quelque chose pour eux. Et plus de 50 ans après, j'ai tenu la promesse que je m'étais faite et j'ai fait ce monument. Le plus dur a été de trouver la pierre. Ensuite, le reste, je l'ai façonné de mes mains. Voilà. Je pense qu'ils sont rentrés maintenant un peu dans le souvenir, grâce à cela. On va continuer à se souvenir avec vous, Jean Estève. Je n'oublie pas que tout à l'heure en démission, vous avez dit que vous étiez arrivé à Blieux pour y installer un réseau, un maquis de la résistance. Deux mots tout de même sur le lieu où nous sommes, Trémery. Oh, cette œuvre n'a pas servi pour la résistance, c'était beaucoup trop jeune, et la réalisation de mes fils passionnés, passionnante d'ailleurs. Revenons à la résistance. Est-ce que c'est la géographie de ce pays qui était favorable à l'implantation d'un maquis? Oh ben, indiscutablement, toutes les montagnes, d'abord on l'a vu dans bien d'autres montagnes, toutes les montagnes favorables à l'implantation de groupes armés, ce qu'on appelait les maquis, et ici particulièrement, dans une région relativement dépeuplée, il est beaucoup plus facile d'installer un maquis que dans une région beaucoup peuplée. Est-ce que la population a tout de suite été favorable? Oui, la population avait une longue tradition de méfiance vis-à-vis du pouvoir central, de souci de l'autonomie locale, qui a joué un rôle important. Et lorsque, à l'occupation bénigne d'Italien a succédé l'occupation brutale et, je dirais, féroce de la Gestapo et des nazis, la population s'est véritablement soudée dans la lutte. Et vous avez aidé dans cette lutte. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les actions de ce maquis? Ah bien, ce maquis était bien placé par sa proximité à la rue de Napoléon
et à la nationale de Sarre, qui étaient très importants pour la logistique des armées et des forces d'occupation. Si finalement les Américains, les troupes du débarquement sont arrivés 3 semaines en avance à Lyon, c'est parce que cette route de la montagne leur avait été ouverte. Elle leur avait été ouverte pas seulement par le maquis du Fort-de-France, dont nous parlons en ce moment-ci, mais par tous les autres maquis jusqu'à Lyon. Un maquis qui a payé cher cette situation. Vous avez été, vous, déporté, mais certains ont laissé leur vie. Ah, mais le chef du maquis de France auquel qu'on vient de rendre, je tiens à rendre hommage, Gérard Pierre-Rose, était un officier d'origine martiniquaise qui s'est admirablement battu, qui a organisé la résistance de l'armée et les opérations militaires dans tout ce secteur, et qui finalement a été pris et a été fusillé par les troupes amies. Merci Jean pour quelques souvenirs, pour cette promenade que l'on continue à la lecture proposée par André Abbe. André Abbe qui nous attend au milieu de tous ces caractères d'imprimé normal pour parler de littérature. Tu nous as préparé. Très particulier aujourd'hui, le cadre est particulier, mais les livres aussi. Les livres ne sont pas en vente dans les bonnes librairies, ni dans les mauvaises d'ailleurs. Comment on se procure? Il faut les commander, les demander. Par exemple, Fort-de-France, Maquis des Basses-Alpes, on peut le commander à l'amicale de Fort-de-France, 04 330 Barème. Oui, alors si vous n'avez pas tout noté, bien sûr, il y a le numéro de téléphone du répondeur de Minimed. Vous demandez, Patricia vous tient au courant. Un petit ouvrage, Barème passionnément géologique. Un autre ouvrage plus important est en préparation, et c'est la réserve géologique qui le propose. Très bien fait. Avec là encore des illustrations de toutes ces fossiles. Là, c'est donc le Conseil général des Alpes de Haute-Provence qui propose un très bel ouvrage sur les cathédrales des Alpes de Haute-Provence, Glandève, Entrevaux, Sénès et Riès. À commander aussi, on peut se le procurer, je pense, en écrivant à la préfecture de Digne. Et puis là, c'est un 150e anniversaire. Il y a 150 ans, paraissait ce livre de présentation des Basses-Alpes. Très étonnant. Les Basses-Alpes, évidemment, ça ne fait qu'une dizaine d'années, ou peut-être 20 ou 15. Un peu plus, oui. C'est devenu Alpes d'Haute-Provence, enfin, on parle toujours des Bas-Alpins. Et puis, de la musique après toute chose, il y a eu Gérard Prat, il y a Franz Schubert. Alors pourquoi Schubert? Eh bien parce qu'il avait 18 ans, Franz, le jour où le Napoléon passa chez le juge Tortenson à Barème. Oui, juste en bas. Juste en bas. Et j'aime Schubert, et j'ai donc illustré nos sujets, quelques-uns des sujets avec Franz. Comment tu prononces le nom de ce pianiste? Eh bien, il est ou hongrois ou finlandais. Je dirais Jenő Jando. C'est très très beau, il joue très très bien. Merci André. Bien sûr, dimanche à midi moins le quart, ça sera Vaquille. Nous nous revoyons lundi à 1h moins 10. Nous serons au Fugeret. C'est toujours dans les Alpes de Haute-Provence, à la cueillette, à la recherche des champignons. Faut-il les consommer, ces champignons? Sont-ils comestibles ou pas? Réponse lundi à 1h moins 10. Dans un instant, c'est le cas en provençal. Magali Portafait, bon week-end. Pensée pour les victimes de la Première Guerre, ça me paraissait et ça paraît. On ne parle que de ça, météorite ou chute d'un rocher. Le cratère du quartier de Coulette est impressionnant. En fait, le trou a été creusé par un bloc de pierre de près de 2000 tonnes. Le Mans a épargné de justesse 2 habitations situées à 15 mètres en contrebas de la paroi. Des villas occupées par 2 personnes de 90 ans qui n'ont rien entendu. Le rocher de la Baume servait autrefois de lieu de pâturage. C'est un peu bizarre. Pourquoi? Parce qu'il ne pleut pas, il ne gèle pas et ça tombe tout seul. C'est ça que c'est. C'est embêtant. Je me demande comment ça tenait avant. Suite à cet événement, la mairie a pris immédiatement un arrêté ordonnant l'évacuation des locataires des habitations exposées à d'autres éboulements. Et situation cocasse, la seule victime dans cette affaire est le maire de la commune qui, voulant immortaliser les faits, se retrouve handicapé. Avec le gel, sûrement, il y a une plaque de rocher qui est un peu en pente et il a dû glisser sûrement. Et résultat? Résultat d'hôpital avec un genou abîmé, quoi. Lundi, visite de géologues sur le site pour tenter d'établir un diagnostic sur ce mystérieux éboulement. Le Téléthon 12e...